Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, sans vouloir spoiler, notre ouvrage collectif IA, cybersécurité et data, garantir la conformité numérique va recevoir demain le prix du livre cybersécurité. Donc un grand merci à l'ensemble des organisateurs et de l'ensemble du jury. Le sujet de l'IA Act est un sujet qui touche notre vie au quotidien. On utilise tout l'IA. Et l'Europe a été extrêmement ambitieuse puisqu'elle a adopté il y a maintenant 2 ans, puisque le texte est rentré en application, un règlement, donc c'est l'équivalent d'une loi, sur l'intelligence artificielle. Ce règlement a une définition extrêmement large de l'intelligence artificielle, parce que sa volonté est d'englober tous les modèles ou tous les systèmes d'IA. Voilà. Le prisme de ce règlement, c'est un prisme d'une approche par les risques. Pour revenir sur votre question, où en est-on ? On est, on va dire, au milieu du gué. Alors, je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire que ceux que vous suivez, il y a des projets qu'on appelle Omnibus. Omnibus, ça veut dire pour tous. Ce sont des projets de simplification dont l'IA va être impacté. Et notamment le cœur de notre sujet. Le cœur de notre sujet sur la documentation, la conformité, ce fameux passeport. Puisqu'on va parler de marquage share, on va parler de modèle. Ces éléments sont attendus pour août. Là, donc dans quelques mois. Et actuellement, nous n'avons pas les projets émis par la Commission européenne. Donc il y a certainement des impacts. Il y a même des impacts pour l'ensemble des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque. Puisque gestion par les risques, classification des systèmes d'IA interdits depuis déjà 1 an et des systèmes d'IA à risque minime, donc l'échelle. Et dans ce qui va nous intéresser en cette fin de matinée, ça va être les systèmes d'IA à haut risque. Donc, effectivement, des échéances qui s'approchent, des échéances qui vont certainement être challengées par Omnibus, donc des débats qui s'annoncent passionnants. D'accord, on reviendra avec vous justement sur ces IA au risque parce que c'est un des sujets majeurs. Jérôme Demercé, pour vous passer la parole, vous avez un positionnement un peu différent. On va parler avec vous des outils, attirer l'attention sur la partie réglementaire, cette conformité de l'IA. Oui, effectivement, merci. C'est très important, quand bien même le texte final ou que les lignes directrices qu'on attend ne sont pas encore sorties, de commencer à travailler sur ce sujet de l'IA. Ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont des systèmes d'IA, au sens du règlement sur l'IA, ce fameux règlement européen sur l'IA. Ce qui va encadrer, ce sont des systèmes d'IA. Donc la première question, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans un système d'IA ? Est-ce qu'on est dans un système d'IA? Est-ce que le règlement s'applique? Et ensuite, est-ce que je dois mettre en place des obligations? Est-ce que je dois mettre en place de la documentation spécifique sur ces systèmes? Et pour le savoir, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment savoir quels sont nos cas d'utilisation de l'IA dans nos organisations. Et pour ça, il faut faire une cartographie, il faut commencer à inventorier ce sujet et à préparer un peu le terrain pour déjà savoir si effectivement on a des systèmes d'IA qui peuvent être interdits, puisque c'est une obligation, comme l'a dit Garance, qui est déjà en place, et ensuite s'assurer, dès que les nouvelles obligations pour les systèmes d'IA au risque arriveront, de savoir comment on peut l'anticiper. Mais pour pouvoir faire ça, il faut évidemment travailler sur cette cartographie, sur cet inventaire. Donc vraiment mettre les mains un peu dans le cambouis, comme on le fait aujourd'hui avec nos logiciels internes, avec les traitements dans la protection des données. Et bien finalement, on va appliquer le même raisonnement et on va aller à la pêche aux infos sur où est-ce qu'on utilise de l'IA dans nos organisations. Donc ça, c'est votre job finalement. Il y a aussi une question de formation, c'est ça? À qui former, à quoi former ces personnes? Oui, bien sûr. Alors effectivement, l'outil aide énormément à faire cet inventaire, cette cartographie, à classifier, à organiser la gouvernance autour de ces systèmes, et également de pouvoir aider à former. Il y a une obligation aussi dans le règlement sur l'IA, qui là pour le coup est entrée en application depuis maintenant plusieurs mois, de acculturer l'entreprise en fonction des risques que présente l'IA sur comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Qu'est-ce qu'un système d'IA? Quelles sont les limites? Quelle est la base de fonctionnement? Et comment anticiper des risques pour les droits fondamentaux de nos publics? Dernière question, il y a le travail ensemble du DPO et du RSSI, parce qu'aujourd'hui, c'est pas d'une évidence forte, quoi.
Alors oui, c'est vrai. DPO, RSSI, ici on va voir des points de convergence. L'IA, c'est une technologie, c'est pas comme des traitements, c'est une technologie qu'on va devoir maîtriser et qui, dans l'organisation, va pouvoir aller à la pêche aux infos, analyser des risques, évaluer la conformité réglementaire. Eh bien, on va voir que c'est pas forcément une seule personne qui va pouvoir être en capacité de faire ça, parce qu'il faut avoir un panel extrêmement large de compétences, et donc faire appel aux différentes compétences, comme le DPO, effectivement, sur la partie réglementaire, protection des données. On a énormément de systèmes d'IA qui, aujourd'hui, font appel à des données à caractère personnel, donc qui sont dans le giron de la protection des données, et donc du DPO, et évidemment, un sujet de sécurité majeur. Aujourd'hui, la grande majorité des problématiques, des enjeux sur l'IA, c'est aussi des enjeux de sécurité, des sécurités pour l'entreprise, qui sont importants, de fuite de données, notamment de secrets professionnels, etc., d'atteinte aux différents éléments. Merci. Quentin Cauzette, on va passer la parole, expert en cybersécurité notamment. Quelles sont les menaces concrètes par rapport à cette IA? Parce qu'on a une espèce d'hydre en face de nous, mais vous avez travaillé là-dessus un peu plus précisément? Alors notamment sur ce qu'on appelle les 3 types de familles de données aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les confidentialités de données, tout ce qui est attaque qui a pour but de modifier, notamment récupérer l'accès à des données très précises. Alors, ce qu'on appelle très concrètement l'inversion de modèle. Donc on essaie de déterminer telle ou telle donnée en fonction du résultat qui a été généré par le chat, notamment par l'IA. On a également les altérations, ce qu'on appelle malveillantes ou du comportement. Donc on va notamment empoisonner les données. Donc, par exemple, dans une IA, on va parfaitement, par exemple, modifier les données, lui faire du feedback et corrompre l'IA d'une certaine manière. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle l'intégrité du modèle lui-même. Donc on va faire différents types d'attaques par des injections de type requête. Et donc on va modifier, par exemple, utiliser les comportements malveillants de l'IA en lui demandant, par exemple, de réaliser telle tâche de manière à récupérer les données. Donc par exemple, c'est ce qu'on appelle communément on a les attaques adversariales. Enfin, on a un dernier type de données, donc le jailbreaking. Donc ça, c'est tout le monde le connaît plus ou moins. On détourne l'usage de l'IA par un autre intérêt. Donc l'objectif, c'est vraiment de trouver l'IA, de modifier le comportement de l'IA pour vraiment lui faire différentes actions malveillantes, comme créer un virus ou d'autres choses. Et donc c'est ce type d'attaque aujourd'hui qu'on a auquel on va retourner contre l'IA d'une certaine manière. Et vous dites ça impacte ça, le passeport du modèle dont on parle? Alors ça impacte même énormément. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à peu près 0,01% des données altérées sur une IA, ça suffit à la mettre hors d'usage. Donc ça, c'est réellement important à prendre en compte. Et ça peut paraître très peu, mais je peux vous dire que le peu de données que vous avez, finalement, comme elles sont régulièrement rejouées entre elles, bien, finalement, on les perd. On peut avoir cette altération de données. Voilà. Et surtout, moi, je dirais que la mesure la plus importante dans l'IA Act, aujourd'hui, dans le passeport, c'est vraiment toutes ces mesures de sécurité, avec notamment du test très régulier, avec notamment du feedback auprès des collaborateurs, des gens en interne, et d'aller crescendo sur les différents niveaux qu'on peut avoir. Vous avez quelques exemples pour finir votre intervention sur ces menaces, justement? Alors oui, on a notamment eu le cas avec ChatGPT, qui a eu cet magnifique exemple auquel on a eu beaucoup de sociétés, plutôt différents attaquants qui ont modifié les données en leur faisant un retour de feedback et qui ont corrompu certaines données. On a également, alors moi j'ai plan d'un point de vue industriel, donc on a utilisé des IA d'un point de vue industriel de type Amazon qui ont été altérées d'une certaine manière, puisqu'on faisait un feedback et donc automatiquement ces fameux RAG, ce qu'on appelle IA spécifique en entreprise, ont été altérés en faisant un feedback négatif, donc en disant par exemple telle ou telle donnée, par exemple, était mauvaise. Voilà. Par exemple sur une image. Sur une image, très concrètement, on a l'IA qui récupère l'image d'un automate et le collaborateur, en tout cas l'attaquant qui utilise cette IA, va utiliser différents moyens pour lui dire non, finalement l'image générée est mauvaise, et il va le faire à différents bots, ce qui va altérer l'IA sur le long terme. D'accord, merci. Docteur Zelmaker, à quel besoin répond ce passeport et vous dites que la loi sur l'IA jette les bases d'une IA responsable. Le mot responsabilité est important. Well, yeah, I think indeed the AI Act provides a strong regulatory foundation for responsible AI development and deployment, and I think this need is already illustrated by some recent examples in the world. For instance, recently there was only one large AI model provider in a strong debate with a certain government about removing boundaries of their models.
for broader application use at the risk of that we are not know what those models are going to do. And another interesting fact I want to share, this is basically written in a book of Weapons of Mass Destruction by Katie O'Neill, and she gives dozens of examples when flawed models are used in decision making, leading to unintended consequences. And in the same time, what we see already that certain applications of AI lead to the spread of deep fakes and harmful content, and certain government organizations are already banning certain AI applications in the field or increasing age or exposure to vulnerable groups. So I think what we do with this model passport, it's basically show how AI is developed, trained and validated, and in essence, in my opinion, it formalizes a need already visible in society, showing a demand of clarity, accountability regarding the use and development of these AI systems. Merci beaucoup, thank you. Maître Mathias, on a parlé des différentes échéances. On peut parler aussi des strates d'application de cette IA. Vous parliez de l'IA, j'ai plus le terme en tête, mais à grand risque, à haut risque. Donc, est-ce qu'on peut faire un peu le détail là-dedans sur ce à quoi va s'appliquer la loi finalement ? Encore une fois, le texte s'applique et rentre effectivement par rapport à l'IA au risque. Donc, qu'est-ce qu'il y a au risque ? L'IA au risque, c'est ce qui impose aux fournisseurs un risque élevé au regard de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux des personnes. C'est en fait le prisme de l'IA, c'est orienté vers les droits fondamentaux. Quand on va faire une analyse de risque, c'est au regard des droits fondamentaux. C'est vraiment cette perspective qu'on doit avoir en tête. Très important, puisqu'en fait, ça repose sur la culture même, un des piliers fondateurs de l'Union européenne, qui est quand même la Charte des droits fondamentaux. Donc, ce sont toutes nos libertés publiques qui est le pilier. Donc, santé, sécurité, droits fondamentaux. Donc, des champs extrêmement larges. Donc, c'est ces classifications sur lesquelles mon système d'IA va être qualifié de risque élevé au sens du texte. Donc, ce risque élevé, ça veut dire effectivement avoir de la documentation technique, comme ça a été dit, tester, avoir des phases de transparence, et la conformité est la clé de voûte. Sur les phases de transparence et de conformité, il faudra effectivement décrire ce système d'IA. Donc, il y a toutes des obligations de documentation qui, pour l'instant, dans le cadre du règlement, nous avons les grandes lignes. En revanche, nous n'avons pas les formulaires. Donc, les formulaires, c'est ce qui va permettre. On annonce dans le cadre de Omnibus pour les petites entreprises de taille moyenne un formulaire simplifié. Mais que ce soit le formulaire ou le formulaire simplifié, pour l'instant, est dans l'attente. Donc, sans vouloir créer un suspense, c'est quelque chose qui est attendu et qui sera nécessaire puisqu'il faudra démontrer la conformité, toujours avec ces enjeux clés du texte sur l'IA qui sont la traçabilité et la transparence. Des sanctions aussi qui vont être dissuasives. Ces sanctions extrêmement dissuasives qui, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu effectivement de sanctions prononcées, y compris pour les interdictions d'IA. Donc, ça va être, par exemple, défaut de documentation technique, absence de marquage CE, puisque dans certains, il faudra un marquage CE. Ça va exposer à 3% du chiffre d'affaires annuel mondial. Transmission d'informations incomplètes, trompeuses. Donc là, on sent effectivement une volonté de tromper tant les autorités que l'utilisateur, que nous tous et toutes. Ça sera 1% du chiffre d'affaires. Donc, il va falloir effectivement intégrer ce besoin de documentation, intégrer cette mise en conformité, cette cartographie, surtout qualifiée, au risque ou non. Ça va être vraiment des bases et se poser des questions très pragmatiques. Selon quelle typologie de SIA la réglementation s'applique ? Est-ce que je dois réaliser moi-même cette conformité ou faire appel à un tiers ? Ça va être très important. Est-ce que je dispose des ressources, des formations nécessaires en interne, ou dois-je faire appel, pareil, à un externe ? Quelle documentation est nécessaire et comment je la maintiens à jour ? Donc ça, ce sont des enjeux très opérationnels, pragmatiques, sur lesquels on attend effectivement des lignes directrices que nous n'avons pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devra pas d'ores et déjà y penser. Ça, c'est un point très important, anticipé, puisque le texte nous donne déjà des informations sur la lisibilité, sur le marquage, que ce soit des produits, sur quand c'est des services, comment sont apposées les mentions ou autres. Donc, on a déjà de forts indices dans le texte même à la lecture.
Quentin Cosette, on va vous repasser la parole. En matière de gouvernance, il y a aussi évidemment des exigences. Et la question, c'est qui portera la responsabilité en interne, hein. Tout à l'heure, on parlait des PO, RSSI. Comment on gère tout ça? Alors on arrive déjà sur ce fameux conflit de RSSI DPO, parce qu'aujourd'hui on a ce fameux double rôle qu'on a dans les sociétés, notamment au niveau de l'IA. On a souvent les sociétés qui à la fois rejettent l'IA sur le RSSI, ou en tout cas rejettent l'IA sur le DPO. Aujourd'hui, je dirais que qui doit porter le rôle, c'est vraiment d'un point de vue conformité, c'est réellement le DPO qui doit prendre en charge, qui doit chapeauter vraiment cet ensemble de cette conformité autour de l'IA. Ça, c'est réellement important à préciser. On parle même aujourd'hui de l'émergence de termes comme DPO de l'IA, ce qu'on pourrait qualifier de DPIA. Ça, c'est notamment important à préciser. Et surtout, trouver cet équilibre entre le RSSI et le DPO, avec le RSSI qui, lui, est à la fois très technique, qui va pouvoir manager l'infrastructure d'un point de vue technicité, et ce DPO qui va être là pour pouvoir rechapeauter et en tout cas mettre des gardes, des alertes d'un point de vue conformité au niveau de l'IA. Il y a également un point important, moi je prends mon cas par exemple, où je suis responsable conformité, et responsable cybersécurité et conformité, et on a également ce lien aujourd'hui qu'il faut aussi impérativement avoir en entreprise, d'avoir des personnes qui ont cette double compétence, qui ont également un angle d'un point de vue juridique, qui soit à la fois présent en tant que juriste, mais sous un angle technique, et à la fois avoir des personnes techniques qui ont également cet angle juridique, et qui soient formées également. Oui, parce que Jérôme de Mercé, pour vous repasser la parole, avec vous, vous avez la vision un peu outillage. Il y a beaucoup de méconnaissances autour de cette loi sur l'IA, beaucoup d'inquiétudes, d'incompréhension. En voir la salle remplie ce matin. Oui, et en fait, c'est presque recherché, parce que honnêtement, ça fait depuis 2024 que la loi est entrée en vigueur. Et aujourd'hui, on est toujours dans l'incertitude de savoir c'est quoi un système d'IA à haut risque. Pour information, on n'a pas encore de ligne directrice précise dessus. Alors, on a quelques domaines d'après Maître voilà, Mathias. Il y a des définitions dans le texte, mais ensuite, tout est dans la nuance. L'objectif du texte, c'est pas de dire tous les systèmes d'IA sont couverts avec des obligations drastiques, etc. C'est uniquement les systèmes d'IA au risque qui répondent à un certain nombre de secteurs d'activité, dont par exemple la santé, dont par exemple le recrutement, le RH. Mais est-ce que tous les outils de recrutement que vous allez mettre en place vont tomber là-dedans? Et c'est quoi la limite là-dedans? Bon, a priori, on devrait avoir quelques réponses en juin, d'après ce qu'on m'a dit, sur ces lignes directrices. Et puis, en plus de ça, il y a un omnibus en cours, donc qui vraisemblablement devrait un peu prolonger un peu les délais. Mais ce qui est important, c'est effectivement déjà de savoir de quoi on parle. Oui. Ces systèmes d'IA à haut risque. Et en fait, c'est là que, quand on prend un peu la définition même d'un système d'IA à haut risque, les lignes directrices que l'AI Office, donc le régulateur, ceux qui définissent les éléments, disent, en fait, la définition, elle est compliquée, elle n'est pas simple, et on ne peut pas faire de cas général. Donc pour chaque système d'IA, pour savoir si on rentre dans le cadre du règlement européen sur l'IA, il faut faire une analyse de ce que c'est. Est-ce qu'on est bien dans un système d'IA qui fait de la déduction, qui prend des décisions, etc., etc. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut évidemment des compétences, et le DPO peut être effectivement quelqu'un qui est à la fois technique et juridique, ou juridique et technique, et je pense que le DPO un peu de demain a cette vocation à être un peu plus technique qu'il n'était par le passé, et ça c'est sûr, mais ça veut dire qu'il y a quand même des tas de compétences qu'il ne pourra pas maîtriser. Et c'est pour ça qu'il faut quand même mettre en place une gouvernance, un système qui va permettre, à travers comme un AIMS ou des systèmes de management de systèmes d'IA, pouvoir savoir qui fait quoi dans l'entreprise, comment on va aller répondre à des questions peut-être sur la qualification, sur ce qu'on doit faire, et qui est responsable de quoi. Voilà. Et cette logique-là, on la retrouve assez globalement dans les entreprises. Elle existe déjà. Donc en fait, il faut réutiliser un peu ce système-là et l'appliquer pour les systèmes d'IA. Voilà. Docteur Sanders Zellmacher, vous faites le lien, vous, entre les évolutions sociales, économiques et politiques par rapport à cette IA, par rapport à ce passeport, cette IA Act à venir. C'est quelque chose qui est important pour vous?
Yeah, I expect that we are going to witness a shift in how organizations think about security and governance. And this is connected to our rapid evolving technological landscape, as well as the global instability when it comes to global political dynamics. And I think we're going to move beyond thinking in risk. Our risk-based mindset is mainly focused on probability and impact. And I think today we're going to focus more on resilience. We're shifting towards resilience. We need to think as organizations how we are able to absorb adverse events, learn from the shocks and incidents, and try to continue whatever we are delivering. And I think the next step of evolution in this governance thinking is moving towards digital trust. And that has to do with the fact a lot of people don't know what AI is going to do, don't know how security works. So this lack of knowledge and understanding needs to be complemented with trust. And this goes beyond risk and resilience. This involves clear communication about organization using these tools, but not only in the good times, also in the bad times. So this includes accountability, transparency, ethical considerations, and especially stakeholder communication. People want to know if they're hit and impacted, how the organization is going to help them if they don't know. And I think in this context also the model passport is an important mechanism to enhance trust. It demonstrates transparency, how AI systems are built, governed, and monitored. And I think this strengthens the relation with regulation, users, and society as a whole. Est-ce que vous pensez que cette loi est bonne? Est-ce qu'elle peut être améliorée, vous qui travaillez dans un institut où on réfléchit à tout ça? Well, I think it is a good regulation, especially if you incorporate it in a broader perspective of governance. And I think governance risk in this space is really hard and inherent complex. Organizations have to cope with a really dynamic environment. Technology is changing, adversaries are evolving, and the organization itself in terms of people, processes, and technology are changing as well. And I think it's useful in this area to think a little bit what we have. And I think this model passport provides a snapshot of what you're able to provide in time. It determines a certain level of quality and governance prior to deployment. However, once that passport is there will be a risk that it can be compromised. I perceive it like using a driver's license. It shows a certain quality what you do there, and it raises the bar that people are able to use the car, have a certain quality, minimizing impact. But if you see in the area driving a car, we still have some accidents. But at the end, it raises the bar as a whole. Merci, thank you. Peut-être Quentin Cosette, l'idée c'est de le rendre opérationnel dans une organisation, ce modèle du passeport, faire le lien entre le réglementaire et le technique, c'est ça un petit peu la problématique de tout ça? Alors oui, et c'est surtout d'un point de vue financier, j'allais dire que quand on voit l'impact des sanctions au niveau de l'IACT, quand on prend le RGPD notamment, le RGPD avant on était à 4%, aujourd'hui on est à quasiment 7% sur les sanctions de l'IACT, et surtout au niveau de l'IACT, on a une particularité au niveau des sociétés, c'est qu'elles prennent en compte notamment la dimension de l'aspect gouvernance, ce qu'on n'avait pas sur le RGPD. Le RGPD, on était sur un principe de conformité, ce qui était à l'époque un petit projet, qui était notamment... on avait peu d'impact, en tout cas on avait sur au niveau du RGPD. Et l'arrivée de l'IACT finalement est revenue un peu bousculer les codes au niveau des entreprises. Donc c'est surtout les sanctions déjà dans un premier temps qui ont poussé les entreprises à revoir leur modèle de gouvernance. Et surtout aujourd'hui, tout l'ensemble de leur politique, alors j'allais dire Responsible AI ou encore ce qui couvre les usages, la particularité de l'IA aujourd'hui, c'est que ça couvre différents types d'usages. On peut à la fois toucher le technique, à la fois les RH, on peut également toucher l'aspect financier. Donc l'IA Act aujourd'hui, ce n'est pas un seul endroit, un seul secteur, c'est un ensemble de services, un ensemble de métiers qui est transversal. Et c'est aujourd'hui le cas de figure. Et on le voit également au niveau de l'IA Act, avec le nombre de sociétés
de régulateurs, en tout cas, qui sont en charge de ce fameux IA Act. On a aujourd'hui la CNIL, mais on n'a pas que la CNIL. Aujourd'hui, on a également l'ANSSI qui vient Ça, ouais. chapeauter. Donc, on a un ensemble de régulateurs qui sont en charge. Maître Mathias, un mot là-dessus. On parle depuis, on a parlé plusieurs fois du RGPD. Est-ce qu'on peut comparer les deux? C'est pas la même nature, mais au niveau contraintes. Vous l'avez dit, ce n'est pas la même nature de texte. Un texte qui est tourné vers la protection des données à caractère personnel, vers effectivement le citoyen, avec un prisme qui est effectivement la définition de la donnée à caractère personnel et des traitements. Et c'est un texte qui a une dizaine d'années, parce qu'il ne faut pas oublier que l'adoption, c'était en 2016, en avril même. Donc on va bientôt fêter les 10 ans avec une entrée en application qui avait été décalée de 2 ans. On a l'IA. Le point commun, c'est l'approche par les risques, mais tous les textes, on va dire, européens maintenant sont basés sur une approche par les risques. Et l'IA, donc c'est pareil, gestion par les risques. On est sur des classifications qui est différente de systèmes, par exemple, par la technique, bien entendu. Et le prisme de regard, c'est les libertés fondamentales. Donc on a un autre prisme. Donc c'est vrai il peut toujours avoir des parallèles dressés parce que les données à caractère personnel sont, on va dire, partout, puisque c'est des données qui permettent d'identifier d'une manière directe ou indirecte, y compris des logs de connexion, des coordonnées de géolocalisation, la voix, l'image, donc tout ce qui va être utilisé par l'IA. Mais ce sont deux textes avec deux conformités bien distinctes, avec des enjeux, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou de sanctions, qui sont extrêmement précis et différenciés. Ce qui peut rajouter, je l'entends bien, une complexité si on rajoute en plus les textes cybersécurité. Le RGPD, on se souvient que les entreprises avaient traîné des pieds, c'était vraiment des contraintes importantes. On est dans le même schéma ou c'est une problématique différente? Alors comme tout le monde l'a dit un petit peu, c'est effectivement une gouvernance à mettre en œuvre. Donc une gouvernance, ça veut effectivement dire le tone of the top pour faire un petit peu d'anglicisme. Donc c'est l'impulsion des dirigeants, d'où effectivement une formation des dirigeants. Là, c'est écrit, effectivement, ce qui n'était pas le cas à l'époque pour le RGPD. Donc, et aussi une certaine maturité sur la cartographie des usages. On va parler de l'usage, d'un cas d'usage, par rapport effectivement à déterminer si on est dans un système d'UA ou non, et après qualifier le risque. Donc, c'est l'usage qui va déterminer la conformité. Pour pouvoir déterminer un usage, il va falloir effectivement avoir les connaissances sur le fonctionnement, sur effectivement les règles, les principales règles du texte. Et un texte qui est ambitieux, avec effectivement des entrées en application sur différentes périodes, notamment une en août 2026. Il y en aura d'autres encore l'année prochaine. Donc aussi un déploiement sur plusieurs années avec Omnibus. Donc bien penser à l'usage. Alors, quelques questions avant de prendre les vôtres de questions. Jérôme de Mercé, on a beaucoup parlé de freins à l'innovation par rapport à cet IA Act. On a dit, oh là là, on va tout réguler, on va tout bloquer et il n'y aura plus d'innovation du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, c'est difficile de répondre, mais première chose déjà, c'est, rappelons-nous peut-être, c'est quoi le périmètre du règlement? Et en fait, où est-ce que pèsent les obligations? Les obligations, elles pèsent, on l'a dit, sur les systèmes d'IA qui sont considérés à haut risque. Il y a 4, en gros, classifications dans le règlement IA. Vous avez interdit, haut risque, des IA qui nécessitent d'être transparents, ça veut dire vous ne pouvez pas dire que il n'y a pas une IA en face de vous, et le reste, il n'y a rien. Mais 80%, voire 90% des systèmes d'IA qui sont déployés aujourd'hui dans toutes nos organisations ne sont pas concernés. Sont pas concernés par le haut risque, voire pas interdits. Donc en fait, il n'y a pas d'obligation pour cela. Enfin, il n'y a pas d'obligation au sens du règlement sur l'IA. Attention, sur le RGPD, sur la cyber, sur la sécurité, etc., il y a évidemment tout ce qui va avec. Mais sur le règlement IA, il n'y a pas ces obligations-là. Donc, est-ce que ça va freiner l'innovation de ce point de vue-là? Pas forcément, au contraire. Et après, sur les aspects système d'IA au risque, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les textes ne sont pas prêts, donc on remet un peu derrière, on repousse un peu les échéances. Mais il y a quand même des éléments qui ont été un peu portés pour les startups dans le règlement IA, qui est quelque chose à noter, ce qui n'était pas dans les autres réglementations. Il y a des petites choses, par exemple, il y a des possibilités de faire des bacs à sable réglementaires, donc qui permettent notamment à des entreprises qui veulent développer un système d'IA de se mettre sous couvert, un couvercle réglementaire porté par le régulateur, et donc de pouvoir essayer des choses. Et ça dure 2 ans, c'est beaucoup, non?
Enfin, je crois que c'est... Alors c'est 2 ans, ça va dépendre, j'ai pas exactement le détail, mais globalement, ça va permettre d'avoir cette souplesse pour pouvoir faire émerger des champions. Et puis au-delà de ça, vous avez aussi des règles pour les PME, pour les startups. Typiquement pour les sanctions, voilà, vous avez 7% ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour les startups, ce ne sera pas le maximum qu'on va prendre, mais ce sera le minimum. Entre les deux, vous voyez, c'est des petites choses. Mais globalement, il ne faut pas voir ça comme un frein. Il faut essayer de bien comprendre la réglementation, de ce qu'on doit faire, et ensuite de se dire, mais effectivement, est-ce que ça me concerne vraiment? Est-ce que mon projet, je vais tomber dans quelque chose qui est impossible? Finalement, les obligations qui vont peser sur mon projet, elles ne sont peut-être pas du ressort du règlement sur l'IA, mais peut-être d'autres réglementations. Et dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Un mot, Maître Garand. Oui, juste peut-être un petit complément, c'est que quel que soit, on va dire, le système qui est déployé, il y a une nouveauté, on va dire, dans ce texte, notamment pour l'avocat que je suis, c'est la prise en compte de l'éthique. Et là, toutes les entreprises ont déployé, notamment, ou sont en train de déployer des chartes éthiques, c'est-à-dire indépendamment de l'usage, des cas d'usage, ou effectivement de la catégorisation, il y a effectivement la prise en compte de cette dimension éthique, donc qui va être fondamentale. Quentin Cosette, je crois que c'est avec vous en préparant qu'on parlait de ce bac à Oui. sable de 2 ans, Sandbox. On a parlé de ce fameux Sandbox. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de procédure au niveau au niveau de la CNIL. On n'a toujours pas d'accompagnement au niveau de la CNIL. C'est vrai qu'au niveau de la CNIL, on a malheureusement, on tarde, on a très peu d'accompagnement. En tout cas, le peu d'accompagnement qu'on a sur la CNIL, c'est une feuille de route qui a été également préparée avec le club DPO. Mais c'est vrai que pour revenir un peu sur ce Sandbox, ça a un rôle clé notamment dans cet usage, dans ce test de l'IA, et surtout de remonter le maximum d'erreurs durant ce test. Ça, c'est élémentaire. Toute société aujourd'hui qui déploie l'IA doit forcément demander à l'ensemble des personnes qu'elle a en tout cas à sa disposition, notamment ses collaborateurs, de tester régulièrement l'IA. Alors, bien sûr, ne pas déployer l'IA du jour au lendemain sans concertation avec les équipes techniques et dire on va tester sur 200 personnes du jour au lendemain. Il faut vraiment préparer d'une certaine manière, mais allons à l'échelon du coup, avec de différents niveaux, cercle 1, cercle 2, cercle 3, et le cercle 3 correspond à la totalité des collaborateurs, voire au-delà au niveau des clients. Moi, c'est ce que je dis souvent en informatique. Quand on teste des versions de logiciels, on les teste en petits comités, on les teste avec une dizaine de personnes en fonction de la taille des structures, et on va bien au-delà sur les dizaines de milliers de collaborateurs pour les grands groupes, voire même au-delà sur les principes étrangers, sur les pays. Vous citiez aussi les protocoles agent to agent, c'est-à-dire des IA qui communiquent entre elles. Alors là, c'est encore un autre sujet, mais on peut l'aborder, ça rentre dans le cadre de la loi. C'est un autre sujet, et c'est un autre sujet qui est d'autant plus important, puisqu'aujourd'hui, on a des IA qui communiquent entre elles. Donc on peut avoir, par exemple, un copilot qui communique avec un chat GPT, qui lui-même communique avec un autre type d'IA. On a également des IA qui sont développées par des sociétés avec des modèles type copilot, donc qui sont des agents de service. Là aussi, on a un problème de confidentialité relativement conséquent, puisque, par exemple, ces IA-là, si demain sont influencés ou influencent tel ou tel modèle, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quelle traçabilité on va avoir, sur quel type de principe, quel type de traçabilité notamment, quel type d'informations, notamment les remonter. Comment est-ce qu'on va pouvoir retracer notamment le schéma et de se dire finalement l'IA ChatGPT a influencé Copilot et finalement Copilot nous a donné des informations erronées. Ça, c'est également à prendre en compte. Et surtout, alors, on parle bien sûr, on est présent en FIC, et c'est vrai qu'au FIC, il faut aussi prendre cette dimension de souveraineté numérique, puisqu'on a des IA aujourd'hui qui interviennent dans différents pays. Donc par exemple, on peut très bien utiliser ce fameux protocole agent to agent et avoir une IA qui intervient par exemple aux États-Unis. On a de nombreuses sociétés aujourd'hui qui utilisent ce protocole agent to agent avec des dérives à l'étranger. Et là, d'un point de vue données, finalement, d'un point de vue système, j'allais dire système de risque, les IA dites à risque, là finalement on rentre dans un contexte encore différent. Je prends un cas de figure dont je tairai le nom des IA, mais c'est vrai qu'on a certaines IA, par exemple en cybersécurité, qui veulent vous donner avoir accès à des moteurs qui vous permettent de détecter telle ou telle faille, de remonter tel ou tel type d'attaque et des IA. C'est super, hein, ces solutions-là fonctionnent très très bien. Le seul problème aujourd'hui, c'est que si vous voulez utiliser ces solutions-là performantes, il faut envoyer vos données
aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et là, finalement, en termes de confidentialité, qui sont forcément des IA dites à haut risque, on a une belle problématique. Et je dirais que là, l'important vraiment, et c'est vraiment le point élémentaire, c'est vraiment l'algorithme qui va être utilisé dans ces IA-là. De quelle manière vous allez voir remonter. On a deux types, par exemple, de protocoles, plutôt deux types d'algorithmes, ce qu'on appelle au niveau des IA. On a les recherches longues, ce qu'on appelle notamment DFS, Deep First Search, et on a également les IA qui vont utiliser des protocoles de recherche plutôt rapides, plutôt courtes, ce qu'on appelle BFS, Brief First Search. Et là, on n'a pas du tout la même traçabilité sur cette partie-là. Sander Zellmaker, avant de prendre des questions dans la salle, vous dites finalement ça va stimuler l'innovation. Vous dites ce passeport c'est un outil de conformité qui n'est qu'un élément de la gouvernance. Les organisations doivent se concentrer sur d'autres priorités, lesquelles particulièrement? Well, I think what's important is, are you using this approach like a tick in the box and you want to continue? Then it can be costly in a compliance approach, or are you rethinking and provide a vision and an organizational approach how you want to govern AI effectively? And I think this last one, I think there you talk about creating value for an organization. I think we need to think about this broader approach. And then, reflecting on some research projects I'm currently involved in, multi-agent AI systems, and we observed two phenomena that were, in my opinion, really interesting. One is drifting AI, and the other is the appearance of cognitive depth. And when we talk about drifting AI, it's basically you create a system, you developed it, it tested, you implement it, and certainly down the road you observe that what you built and what it was designed for is going to drift from your organizational intent. In worst case scenario, it might become adversarial. The other part is cognitive depth, is to what extent are we going to trust and rely on our AI system? And it's fine, but when it comes to a situation where you stop thinking about what's the system producing and you can't evaluate certain decisions by yourself, then you might create a dip, and that becomes problematic. And I think, we need to go beyond documentation. And based on this experiences I had in my research, we're thinking about the fact you need to think about updating your governance mandates when you're using autonomous AI systems in your organization. You also need to consider how to monitor this organizational behavioral drift of AI systems after deployments. And I think it's important to implement precision escalation protocols in your organization to ensure you can do an intervention and have some human oversight when certain high-risk anomalies occur. And in my opinion, a lot of organizations are still struggling how to govern such systems. And I think this is one important part. And I think the AI Act support this transition and think about how we want to govern AI. But it will value emerge when you're implemented in a broader vision about governing AI in your organization. Thank you, Sander. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions comme tout à l'heure. Monsieur Aubout, j'arrive rapidement vers vous. Hop là. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure, bien sûr, l'RGPD et l'AI Act, donc de réglementation. En parallèle, il y a des normes internationales comme l'ISO 27001 sur la protection des données. Et Madame a évoqué la partie éthique sur le côté IA. Donc maintenant, avec l'ISO 42001 qui va certifier l'utilisation sécurisée éthique de l'IA. De votre point de vue, est-ce que vous pourrez partager l'intérêt au jour d'aujourd'hui pour une entreprise française de commencer de se lancer dans la certification? Parce que comme il y a un petit retard dans l'AI Act, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Maître Mathias, peut-être parce que quant à Cosette, vous êtes justement 42001. Faites tous les deux. Pour revenir un peu sur cette ISO 42001, aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. L'ISO 42001 va au-delà de l'AI Act, d'un point de vue éthique, d'un point de vue gestion technique également. On parle notamment,
pour un peu résumer, on dirait qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'ISO 42001, c'est la petite sœur de l'ISO 27001. C'est exactement le même principe, même point de vue gouvernance. On est sur des approches vraiment très proches. Et on a également cette partie-là qui est importante à préciser sur l'ISO 42001. On va même au-delà de l'IACT. Et donc, comment dire, pour un peu aller, je dirais, sur l'ISO 42001, je dirais pour moi, l'objectif d'être certifié en ISO 42001, c'est de se dire, on prend une longueur d'avance sur l'IACT, puisque l'IACT va forcément évoluer dans les années à venir, être forcément le protocole adjoint to adjoint, comme on avait pu le mentionner. Et donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, préparer une certification ISO 27001 pour certaines sociétés, ça peut être déjà une avancée, notamment dans le développement auprès des marchés. Je prends les sociétés aujourd'hui qui veulent décrocher certains clients. Avoir une certification ISO 42001, ça vous permettrait d'arriver un peu plus en avance et de prendre des parts de marché beaucoup plus importantes sur vos sociétés. Garance Mathias, sur ce sujet de 42001. Oui, alors juste peut-être rappeler une évidence, c'est que ça va être des bonnes pratiques, des certifications de gouvernance, mais que ce n'est pas du tout mentionné dans les textes. Voilà. Ouais, et si je peux juste ajouter, c'est effectivement des bonnes pratiques, mais il n'y a pas que le règlement sur l'IA. Les AIMS encadraient l'IA aujourd'hui, mais l'IA c'est une technologie, donc ça c'est le RGPD, c'est la cybersécurité, c'est le CRA, c'est NIS 2, c'est toutes les réglementations qui vont s'appliquer sur un cas d'usage de l'utilisation de l'IA dans vos organisations. Donc c'est pas que pour le règlement IA qu'il faut anticiper donc une certification. C'est en fait ce qu'on appelle le puzzle réglementaire, voilà, ou le tsunami réglementaire. C'est-à-dire vous choisissez l'aspect que vous voulez mieux, c'est-à-dire vous devez déjà avoir intégré, on va dire, RGPD et continuer à vous mettre en conformité, parce que la conformité ne s'arrête jamais. Vous allez intégrer l'approche par les risques liés au RIA. Si vous êtes éditeur, vous allez intégrer le Cyber Resilience Act. Vous allez intégrer DORA si vous êtes une institution financière. Si bientôt en France et si vous êtes en Europe, vous avez déjà la réglementation NIS 2. Donc, et s'il y a des secteurs spécifiques, ascenseurs, voitures, automobiles ou autres, il y a encore des réglementations spécifiques. Donc c'est vraiment tout ce champ réglementaire. Il faut avoir cette vision à 360 et non pas par silo, si je peux prendre une image, en disant j'ai RGPD, ok. J'ai IA, ok. Non, c'est vraiment la globalité par rapport à vos cas d'usage et par rapport à votre approche par risque et à la taille de votre entreprise. Est-ce que vous faites partie d'un groupe? Est-ce que vous êtes une start-up? Enfin, les règles et la gouvernance va être différentes. Allez, toute dernière question, monsieur. Oui, merci. Personnellement, je fais des audits justement sur la sécurité des systèmes IA et ce qui revient tout le temps, alors soit le DPO, soit le Chief AI Officer, soit même les utilisateurs eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un risque pénal aujourd'hui par rapport à l'IA Act ou autre? Parce qu'on sort vraiment du cadre technique et ils peuvent vraiment diffuser des secrets industriels, et voire même pire que ça, du client notamment. L'enjeu pénal, il a toujours été là. Il n'est pas lié apparemment à l'IA Act ou au RGPD ou autre. IA, c'est une réglementation de droit national. Donc effectivement, il ne faut pas oublier, et il y a déjà dans le code pénal depuis très longtemps, dans tout ce qui correspond aux données à caractère personnel, c'est les articles 226 et suivants, tout ce qui est collecte frauduleuse ayant un aspect. Tout ce qui est effectivement accès, maintien dans un système de traitement automatisé de manière non autorisée et, on va dire, appréhendé depuis très longtemps. Il y a une trentaine d'années de jurisprudence derrière tout ça. Par rapport au système d'IA ou autre, il n'y a pas de définition d'incrimination pénale spécifique pour l'instant, puisqu'en fait, l'incrimination pénale est globale. Il faut 3 éléments. Un élément légal, ne serait-ce que celui de l'abus de confiance, c'est extrêmement large. Voyez, l'élément intentionnel, qui est apprécié d'une manière, on va dire, souveraine, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'intention ou est-ce que j'ai fait une omission, voyez. Et l'élément matériel, c'est l'action ou l'omission aussi. Donc pour pratiquer, on va dire, dans mon métier, il y a déjà la responsabilité du dirigeant, qui peut être pénale, bien entendu. Il peut avoir la responsabilité, on va dire, des collaborateurs, s'ils dépassent le champ de leur fonction, d'où l'importance d'une délégation de pouvoir, et non pas uniquement et seulement d'une délégation de signature. Donc ces enjeux de responsabilité pénale ont toujours existé.
Il y a effectivement des responsabilités aussi du fait de la manipulation de l'information. Là, c'est d'autres responsabilités et d'autres délits. Donc, je dirais qu'il ne faut pas s'orienter uniquement et seulement sur l'IA. Les incriminations sont extrêmement larges, y compris celles d'abus de confiance. Voilà, on va malheureusement en rester là. Merci. Ah, un petit mot, Quentin, vraiment le mot de la fin. Ouais, moi, j'avais notamment un petit mot sur cette partie-là, vraiment quand on parle de conformité. Aujourd'hui, pour rappel, les RSCC aujourd'hui ne sont pas responsables pénalement en France, à la différence de nos voisins américains qui, eux, sont responsables pénalement. Donc ça, c'est important aussi de le préciser, puisque si à terme en France, en tout cas en Europe, on a cette responsabilité pénale qui s'applique sur le RSSI, là, finalement, on risque d'avoir un angle encore plus particulier en termes de responsabilité. Voilà, merci à tous les quatre. On serait resté volontiers au moins 1 heure de plus avec vous, tant le sujet est passionnant et intéresse. Merci, Maître Garance Mathias. On peut vous applaudir. Vous êtes avocate à Paris et vainqueur. Vainqueur de ce concours donc pour votre livre IA, cybersécurité, data, garantir la conformité numérique. Merci à Sander Zellmaker pour le Design Institute aux Pays-Bas notamment. Quentin Cosette, expert en sécurité et gouvernance de l'IA. Et Jérôme de Mercé, cofondateur de Dastra, comme c'est écrit derrière vous. Merci à tous les quatre de nous avoir éclairés sur le sujet. Et je vous laisse la parole, Isabelle, pour la suite, parce que ça ne s'arrête jamais. Effectivement. Enfin, bientôt quand même, à 13h30. Oui, à 13h30. On fait une petite pause quand même. Sinon, moi, je vais mourir de faim. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, la prochaine table ronde sera sur les systèmes agentiques, identité et red teaming. Et pour l'animer, je vais appeler Carlos de Segovia. Je ne sais pas si Carlos est là, déjà. Non, pas encore.